Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurent Saint-Pierre. Bien le bonsoir, José. Alors aujourd'hui, pour ta troisième émission d'une porte ouverte qui était encore évidemment consacrée, Laurent, euh, aujourd'hui tu vas nous exposer, je crois savoir, on pourrait dire, alors là, on n'est pas vraiment dans un classique de l'ufologie, mais on est dans, c'est à multiples dimensions, on pourrait dire donc le fameux triangle des Bermudes, c'est ça, hein, Laurent? Le fameux triangle des Bermudes où se rapprochent les mystères et dont l'ufologie a toute sa place. José, encore une fois, on voit très bien que les disparitions d'avions et de navires, que ce soit des navires, des cargos ou que ce soit des navires des embarcations privées, ont tout leur mystère et l'ufologie est en plein cœur, bien évidemment. Bien sûr. Et c'est vrai que donc, allez, avant d'aller de démarrer justement cette émission avec toi, Laurent, j'aurais voulu finalement te poser quelques questions. Donc, au sujet de ces fameuses deux émissions que nous avons, pardon, réalisées ensemble, c'est-à-dire la Oui, première avec le Chou Pacabra et la deuxième avec donc les Dames Blanches. Et les c'est Dames vrai que Blanches. tu as eu des retours, je crois, positifs aussi là encore par rapport à ça. Ah, j'ai eu des retours positifs de par mes amis, de par des internautes, je vais la citer, ma nièce qui connaissait pas du tout les sujets et qui a trouvé ces deux émissions très intéressantes, comme d'ailleurs les émissions que tu peux te faire partager sur ta chaîne YouTube. C'est des émissions qui sont très enrichissantes, oui. C'est le retour que j'en ai eu. Oui, donc finalement, oui, un retour positif. Et c'est vrai que pour répondre aussi à ce que tu dis, Laurent, c'est vrai que donc j'allais dire un système de vulgarisation, oui, d'accessibilité finalement à tout public, À la portée de donc tous. aux néophytes comme aux puristes en fait finalement, c'est ça, hein, Laurent. Hein. C'est, tu l'as dit, José, je peux pas mieux dire que toi. C'est à la fois réservé, et je dirais même pas le mot réservé, c'est ouvert aux puristes, c'est ouvert aux néophytes, c'est ouvert à tout curieux, à tout chercheur de vérité qui s'intéresse à des sujets divers et variés qui touchent l'ufologie et tous les autres mystères. Oui. Bien sûr, et c'est tellement varié tout ça que finalement nous n'aurons jamais assez d'une vie, toi et moi, Laurent, pour pouvoir tout exposer sur IBTV, On n'aura malheureusement. jamais assez d'une vie et on sera jamais assez nombreux pour tout expliquer, effectivement. Bien sûr, puisque chacun, comme tu le soulignes ici, c'est vrai, chacun apporte plus ou moins ses disciplines, chacun a ses références, chacun a son Oui. expérience, chacun a sa vie personnelle. Et c'est vrai que par rapport à tous à ces travaux, c'est vrai que c'est un condensé et chacun apporte finalement une pierre à l'édifice. C'est tout à fait, Laurent. Et j'ai encore discuté avec une amie à la terrasse d'un café qui m'a dit que de plus en plus de personnes maintenant s'intéresser aux phénomènes paranormaux et aux phénomènes étranges et à l'insolite. Alors qu'avant, c'était un petit peu laissé de côté. Maintenant, il y a une espèce d'éveil qui se fait de plus en plus. Oui, c'est vrai que au fur et à mesure du temps, je dirais, eh bien, finalement, tout ce travail accompli en amont déjà par nos pères, finalement aussi, là encore, c'est vrai, eh bien, finalement, n'ont pas tombé dans l'oreille de sourds, finalement, puisque c'est vrai que chacun ici, il trouvera forcément, j'allais dire, ce qu'il cherche quelque part Ah oui, dans ses réponses, absolument. c'est enrichissant. C'est vrai que c'est pour le partage, c'est enrichissant, Laurent. Qu'on soit féru de phénomènes inexpliqués, comme les pyramides d'Égypte. D'ailleurs, c'est un sujet que je te proposerai un jour, si tu es d'accord. Bien sûr, oui, oui. Et Et d'ufologie, de phénomènes paranormaux, on trouve vraiment chaussure à son pied. bien sûr. Et c'est vrai que là, donc, pardon, il y a eu une émission aussi qui a été réalisée, une porte ouverte avec Fred Bourgeois, justement, qui remettait en cause, justement, là encore aussi, les pyramides bon, allouées Oui. Kefren Mykérinos et évidemment Khéops. Et c'est vrai que bon, c'est une émission qui a fait un petit peu de bruit quand même aussi de son côté. Et donc, eh bien, on va démarrer, je dirais, modestement avec des peut-être une genèse finalement de tout ça, Laurent, dans le Triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes, il regroupe un peu tout ça, hein, José. C'est des phénomènes qui sont inexpliqués. La science a tenté de s'immiscer dans le triangle des Bermudes, mais elle reste encore baba. Elle ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, on va tous les deux ce soir essayer un petit peu d'étayer toutes ces théories géographiquement pour situer le triangle des Bermudes, parce que tout le monde entend ce mot de triangle des Bermudes, mais pas tout le monde arrive à le situer. On va le situer précisément. Et puis expliquer aussi les nombreux cas de disparition les plus connus, les plus excentriques, et les diverses théories et les mythes et légendes d'où découle le triangle des Bermudes. Bien sûr.
Donc Laurent, pour démarrer cette émission, donc le fameux triangle des Bermudes, on se situe où exactement? Bon, j'ai ma petite idée parce que je suis allé sur place, c'est vrai, mais exactement où géographiquement? Bien sûr, je parle Laurent. 3 points à situer pour former ce triangle, José. Miami, Porto Rico et l'île des Bermudes. Ça forme un vaste triangle dans l'océan Atlantique. Dans ce triangle, depuis près d'un siècle, de nombreuses disparitions inexpliquées, comme on va en parler. Des navires, des avions, souvent caractérisés par leur soudaineté et l'absence d'épave. Ça, c'est important. Il n'y a jamais d'épave, on ne trouve jamais d'épave. Ah Ni d'accord. les occupants, ni les épaves. Partant de ce constat indéniable, de nombreux scientifiques et journalistes ont enquêté sur les causes de ces disparitions, José, sans jamais trouver d'explication vraiment fiable, il faut bien l'avouer. Oui, c'est vrai que là, j'allais dire du côté de la science lambda, pardon, pour ne pas que la citer évidemment dans cette émission, mais c'est vrai que j'ai entendu plus ou moins, j'allais dire des causes à effet, on pourrait dire plus ou moins pseudo-naturelles, c'est vrai. Mais dans tes témoignages que tu vas nous exposer plus loin, tout le monde aura bien compris ici, finalement, que l'étrangeté est de mise, hein, est de mise. Tu me l'as enlevé, de mise, oui, absolument. C'est ça, hein. Et c'est vrai que bon, j'ai même entendu donc du côté de la science, par exemple, d'énormes dégagements d'hydrate. Donc l'hydrate, c'est un gaz qui s'échappe des fonds marins et qui permettrait d'avoir justement d'avoir des perturbations électromagnétiques justement par rapport aux avions, tout ça. Et ça, c'est encore quelque chose qui se dit. Ah Et oui. bon, ça reste un petit peu flonflon hein, pour le coup. Oui, atmosphère instable, mer imprévisible, perturbations électromagnétiques, nord vrai magnétique, flatulence océanique, erreur humaine, effet Hutchinson. Toutes les théories sont valables puisqu'aucune n'a pu encore être prouvée, José. Oui, et alors donc les théories pardon qu'on pourrait noter aussi là alternatifs hein, pour ces gens-là, finalement seraient donc les vortex, seraient donc je viens de le dire une perturbation électromagnétique, alors peut-être d'origine spatio-temporelle, hein, qui sait, pourquoi pas, c'est vrai. Alors Absolument. plusieurs plans, alors qui se géraient dans ce que je pourrais appeler moi dans un lieu de bien défini, donc dans un microcosme électromagnétique finalement, et Ouais. donc oui, donc que ce soit la science ou je dirais de l'autre côté, soi-disant de la barrière, finalement, les deux se tiennent de toute manière, Laurent. Oui, on peut dire que les mythes et légendes proviennent directement de l'imagination et des croyances des humains. Il s'agit parfois de vieilles histoires, José, qui remontent à la surface du monde moderne parce qu'on en fait, là, encore une fois, une étrange découverte. Oui, il y a quelque chose d'extrêmement important aussi, c'est-à-dire que bon, le triangle de Bermude, finalement, oui, une zone d'anomalie, ça, ce n'est plus à remettre en cause, c'est une évidence. Mais encore une autre évidence, là encore aussi, que tu as travaillé là-dessus, Laurent, et la première chose, je pense, qui t'a frappé comme moi en bossant sur ce sujet, eh bien, finalement, c'est, je dirais, statistiquement, donc les statistiques par rapport à toutes ces disparitions d'avions, enfin, de bateaux, de frégates et compagnie, j'allais dire, on a explosé les barèmes depuis quand même les années 70, hein, Laurent, là encore. On peut quasiment pas les compter, José. Là, Oui, tu vois, c'est énorme, quoi, je veux dire. j'ai pas pu les noter, j'en ai quelques-unes sous les yeux de 1942. Oui, c'est donc bien avant ce que je dis, alors, du coup, dans tes tâches. Ah ouais, c'est très ancien. Jusqu'à, on remonte au 18 mai 2006, par exemple. Jusqu'en Dans 2006, ce il y avait temps, encore des disparitions de bateaux et d'avions, quoi, c'est ça. là, je ne parle que des disparitions d'avions, José. Ah, tu parles que d'avions en plus, là, Laurent. Donc, Que oui, on d'avions. était. Ah Il oui, y a donc. eu, il y a eu énormément de disparitions pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça s'est un peu tari pendant une dizaine d'années et ça a remonté en flèche dans les années 60 jusqu'en les années 2000. D'accord, oui, donc, voilà, toujours une stagnation, un pic tout le temps, plus ou moins, hein, c'est ça. Mais, donc, dans ce que je dis statistiquement, je veux dire, il existe le triangle de la Burle aussi. En France, c'est vrai, hein, apparemment, avec des avions qui se sont crashés à l'époque aussi. Il y a beaucoup de triangles. On pourrait noter aussi le triangle du diable. On pourrait noter. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais le triangle des Bermudes, c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui fait foi là-haut. C'est le, c'est la partie du monde mystérieuse la plus connue au monde, José. Le D'accord. triangle des Bermudes, c'est vraiment quelque chose d'à part. On peut pas comparer le triangle des Bermudes à autre chose. Toutes les personnes que l'on va interroger sur, je mets des guillemets, sur Terre, bien entendu, ont entendu parler une fois dans leur vie du triangle des Bermudes et de ces fameuses disparitions. Donc, le fameux triangle, c'est vrai que, attention,
Puerto Rico est une zone d'ovni, mais c'est quelque chose d'exceptionnel que je pourrais classer d'ailleurs là aussi encore avec le Brésil, parce que le Brésil n'est pas exempt, voilà, par rapport à ça. Mais c'est vrai que, et le Mexique aussi. Mais c'est vrai que, honnêtement, donc ce fameux triangle des Bermudes, c'est on y a noté aussi, d'ailleurs là encore, c'est vrai, Laurent, tu as raison, on y a noté aussi quelques chercheurs, dont Georges Martin, un très grand enquêteur ufologique, je dirais, cubain de Puerto Rico, donc dominicain. Et c'est vrai que cet homme extrêmement cultivé et doué en ufologie, eh bien, lui tente à prouver d'ailleurs des bases extraterrestres sous-marines à ce moment-là. C'est une des théories, effectivement, qu'il y aurait sous les eaux du triangle des Bermudes une base extraterrestre, un vaisseau vert qui ferait des interférences avec les navires et les avions, parce qu'il se croirait agressé. D'ailleurs, on regardera et on verra, on confirmera que la plupart des disparitions, que ce soit des navires ou des avions, ce sont des navires militaires armés, et des avions armés et des navires armés. Rarement, des gens ont disparu avec un bateau de croisière, comme ça a été le cas quand tu as fait ta croisière avec le catamaran. On dirait que le triangle des Bermudes, sous ce triangle des Bermudes, il y a quelque chose d'exceptionnel, quelque chose que l'on ne peut expliquer, qui, quand il se sent menacé, eh bien, on peut dire qu'il engloutit les navires et les avions. Oui, donc une menace à ce moment-là, donc vraiment quelque chose. C'est étonnant, hein. Alors, j'allais dire, avant de démarrer le sujet, on extrapole un petit peu, et on a le droit de le faire quelque part, Laurent, c'est vrai ici. Mais finalement, là, tout de suite, ça me fait penser, mais quelque part, finalement, avec ce qui s'est passé avec l'amiral Byrd en Antarctique, avec soi-disant, je veux dire, une attaque je dirais, sur leur navire. Et c'est un petit peu le même système, puisqu'il y avait un peu dans la fameuse expédition, ce qu'il en a à voir, mais en Antarctique, mais l'amiral Byrd, je veux dire. On y avait noté aussi là, un aspect, je veux dire, d'agressivité dans cette expédition d'Amiral Byrd, hein, par rapport à ce qu'il dit dans son petit journal qu'on a retrouvé. Donc ça, c'est encore quelque chose qui a été remis en cause. Donc voilà, j'ai pas envie d'aller trop loin dans ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fakes aussi, il faut être honnête. Il faut faire attention quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de platistes qui se servent de la théorie de Byrd pour étayer leur théorie. Donc ça met un peu en controverse tout ça. Mais ça reste quand même un personnage crucial de l'exploration de mystère, hein, l'amiral Byrd. C'était quelqu'un de très reconnu aux États-Unis et de pris au sérieux. Hein. Bien sûr. Alors pourquoi j'ai dit ça aussi en même temps? Pourquoi je l'ai dit aussi à ce moment-là aussi, Laurent? Puisque il y a quand même une chose aussi, alors là, encore importante, au dire de me répéter, c'est-à-dire que le triangle des Bermudes, on pourrait dire statistiquement dans la tête des gens, hein, je parle, c'est schématique, hein, ce que je veux dire. Ouais. Eh bien, on lui alloue aussi le fameux continent englouti de l'Atlantide. Et donc, par rapport à l'Antarctique, c'est ce qui se dit aussi quelque part. J'ai voulu faire une petite liaison assez rapide. Oui, oui, le mystérieux monde de l'Atlantide est parfois évoqué pour expliquer les disparitions d'avions et de navires dans ce secteur, effectivement. Oui. Bien sûr. Il n'est pas nécessaire de croire à un mythe ou à une légende pour comprendre que ces histoires fournissent des détails intéressants. Mais, par exemple, permet de visualiser à quel point les disparitions d'avions et de navires sont soudaines. Et c'est là qu'on en revient à ces trous spatio-temporels, à ces phénomènes de météo inconnus encore sur Terre, à part dans cette zone bien précise du triangle des Bermudes. Oui, finalement. Et de toute façon, nous allons entrer, je dirais, dans le cœur du sujet dans quelques instants, Laurent. Et c'est vrai que, donc, pour les hypothèses que nous avons un petit peu étayées, bon, vite fait, hein, nous verrons ça un tout petit peu plus tard, cher ami. On va rentrer directement, si tu le veux bien, José, dans le vif du sujet, en essayant de survoler et même d'approfondir certaines mythes et légendes. Alors, le premier mythe qui vient à l'esprit, c'est les extraterrestres, José, que tu connais bien, qui auraient construit une base dans les profondeurs du triangle des Bermudes et qui détruirait les navires ou avions qui les généreraient. Non, qui les gêneraient. Ce mythe est sans doute le premier, vraiment le premier qui est venu à expliquer les mystérieuses disparitions du triangle des Bermudes. C'est une des théories. Oui, étonnant, mais excuse-moi de te reprendre tout de suite, Laurent, mais finalement, étonnant parce que, alors, de ton côté, pourquoi tout de suite allouer ce genre de phénomène aux extraterrestres, finalement? Pourquoi, d'entrée de jeu? Pour toi, Laurent? Parce que je dirais que c'est mystérieux. Et qu'est-ce qu'il y a de plus mystérieux que la vie extraterrestre? Je pense que c'est le summum. On n'a pas encore prouvé qu'une bactérie existe sur telle ou telle planète ou tel satellite de planète. Ça nous vient à l'esprit naturellement quand des navires disparaissent
des avions sans laisser de traces. Quand on met de côté le côté climatique, parce que ça pourrait se dire pourquoi le côté climatique dans une seule zone, ça paraît invraisemblable. Par contre, si on pense aux extraterrestres, on peut se dire qu'avec eux, vraiment, tout est possible. Oui, c'est vrai que les extraterrestres, toujours entre guillemets, oui, toujours entre guillemets, finalement, parce que extraterrestre, c'est vrai, hein, comme son nom l'indique. D'ailleurs, comme tu dis, on leur alloue, pardon, beaucoup de choses finalement. Et donc, j'ai travaillé modestement là sur ces sujets-là, c'est vrai. Bon, notamment, enfin bon, je pourrais me considérer plus spécialiste sur les petits greens, les short grays. Ça, c'est vrai. Ça, là-dessus, je pense, toi, j'ai pas tout dit encore, mais ça devrait pas tarder. Mais tout doucement, parce qu'il y a quand même des choses choquantes à divulguer, Laurent. Mais finalement, on peut leur allouer ce genre de technologie puisqu'ils l'ont, c'est la vérité. Et en même temps, je ne leur alloue pas, et je me répète, toute la dimension qu'on voudrait aussi leur donner là, à ce moment-là. Parce que moi, je pense que honnêtement, les extraterrestres ne sont pas, je veux dire non plus, n'ont pas tout créé non plus, contrairement à ce qu'on voudrait croire. Alors, créer peut-être l'humanité, oui, ça, certes, je veux bien le croire, parce que de toute façon, il y a d'autres chercheurs qui le font très mieux que nous, pardon. Et c'est vrai qu'ils y trouvent là encore des preuves concluantes de leur côté. Mais c'est vrai. Mais d'allouer à ça, moi je pense plutôt de mon côté, toujours un petit peu dans les statistiques, oui et non, mais dans ce qui se dit, c'est vrai. Il y a tellement de ce qu'on appelle des aonis, donc des objets volants, on va dire, qui sortent de l'eau, hein, en gros, on va dire. Eh bien, finalement, c'est vrai que statistiquement, on a beaucoup plus de cas d'observation d'ovnis qui sortent de sous la mer ou sous les mers, on pourrait dire, que par exemple dans nos champs ou dans nos campagnes, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc c'est vrai qu'on peut tout de suite donner une dimension extraterrestre au triangle des Bermudes quelque part. Extraterrestre, et pourquoi pas, puisqu'on sait très bien que le fond des océans n'a pas été visité à 100%, loin de là. On connaît beaucoup moins bien le fond des océans que notre Voie lactée, par exemple. Donc pourquoi pas parler d'intraterrestres? Citons le mot, disons-le clairement, une espèce qui vivrait dans la profondeur des océans et qui se manifesterait à l'approche de navires ou d'avions qui pourraient les perturber. Pourquoi pas aussi. Oui, donc toujours donc cette ou ces fameuses bases sous-marines finalement. Les bases sous-marines, C'est absolument. ça. Hein. Donc on protège un petit peu son environnement, son jardin, puisque et c'est vrai que oui, exactement. Et c'est vrai que tu vas le dire aussi, je pense, dans tes témoignages sur le Triangle des Bermudes, finalement, Laurent. Mais c'est vrai que dans une abduction, par exemple, tu vas me dire là, je fais mon ufologue, mais c'est vrai, dans une abduction, donc c'est-à-dire on est enlevé patati et patata par les extraterrestres, donc pour apparemment nous faire comment je pourrais appeler ça sans aller trop loin. Des Comment? expériences. Oui, voilà, on va dire des expériences, c'est vrai. Et subitement, on se retrouve dans un vaisseau qui est beaucoup plus grand que le vaisseau où on est rentré au début, quoi, quelque part. Hein. C'est choquant hein, pour les gens. Et donc, il y en a plein qui disent qu'on pourrait se retrouver dans une base, et une base sous-marine, pardon. Pourquoi pas, Laurent, finalement, c'est vrai. Ah ben, c'est un des meilleurs endroits sur Terre pour être en plein dans le mystère et dans l'inexpliqué. On ne peut pas comme ça découvrir une base sous-marine comme on découvrirait un vaisseau mère qui approche de la Terre dans l'espace. Effectivement, oui. Bien sûr. Et c'est vrai que donc cette genèse, alors je te laisse continuer, Laurent. Donc là, on vient de voir le mythe des extraterrestres, José. On va parler des cristaux de l'Atlantide. On va revenir à l'Atlantide, ce continent échoué. L'Atlantide, c'est quoi? C'est une île légendaire qui aurait été engloutie dans la pré-antiquité, José. Elle est mentionnée pour la première fois par Platon en 370 avant Jésus-Christ dans le Timée et le Critias. Aujourd'hui, les liens sont évoqués entre cette cité perdue et les disparitions dans le triangle des Bermudes. Alors, la cité de l'Atlantide serait-elle occupée? Y aurait-il des personnes, des êtres surévolués qui vivent encore au fin fond des océans? C'est une légende qui pourrait être vraie aussi, oui. On peut l'aborder. Oui, et c'est vrai que là, bon, tu reprends les travaux d'Eric van Däniken, hein, là, à ce Absolument. moment-là. C'est vrai que c'est le premier à avoir récupéré les récits de Platon pour les transposer, là encore, je dirais, avec le mythe de l'Atlantide. D'ailleurs, le mythe de l'Atlantide qui est aussi le mythe de la Lémurie, si tu connais aussi. La Lémurie, oui.
Tu vois, le Ouais. mythe de la Lémurie, le mythe de l'Atlantide, il y en a une troisième, je ne m'en rappelle plus, désolé. Mais bon, on va dire schématiquement, c'est le même procédé. Mais alors, on alloue, comme on alloue, on pourra louer alors aussi là encore aux pyramides, ou comme on alloue là aussi encore, je veux dire, au cercle de Nazca. Hein, c'est vrai, il y a eu une émission avec notre ami chroniqueur Jacob, hein, c'est vrai, à ce sujet d'ailleurs, qui avait répondu plus ou moins, enfin, qui avait quand même répondu quand même de son côté, je dirais, qui avait étayé son émission avec l'hypothèse des naufragés de l'espace. Bon, une hypothèse, mais avec des faits avérés. C'est quand même étonnant. Et pourquoi pas? Oui, c'est vrai que Eric Van Daniken est un homme, c'est vrai, assez décrié, puisque c'est un homme aussi qui fait son truc quand même pour gagner sa vie. On va dire ça, on va être gentil. Ah Hein, ben, oui, voilà. bien. Mais il y a quand même des bonnes trouvailles. Il ne faut pas non plus lui rejeter toutes les pierres. Hein. Je C'était suis un d'accord avec toi, précurseur. Laurent. Ah C'était oui, un précurseur. tout à fait, oui. Alors, donc toujours dans ces débuts, donc l'hypothèse extraterrestre d'une genèse, l'hypothèse atlantéenne, hein, finalement. Donc, en as-tu d'autres Et il que y en a les encore gens. peu. Le fameux complot gouvernemental qui est tant aimé sur les réseaux sociaux, hein, notamment. On dit que le centre d'évaluation et des tests sous-marins de l'Atlantique, le OTEC, est situé en plein cœur de Triangle des Bermudes. Il est utilisé en grande partie par l'armée. José, sa mission est inconnue du grand public. Alors, ça laisse encore supposer qu'ils pourraient eux-mêmes capturer ces navires et ces avions à des fins, ben, là aussi, à des fins de complot gouvernemental. Oui, alors là, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais enfin, quand même, il y a deux trucs qui me choquent dans ce qui se dit, apparemment, hein, dans ce que tu as trouvé, Laurent. La première chose, c'est. Il y a des témoignages. J'ai dit années 70 tout à l'heure, c'est vrai, mais toi, tu as dit 42, si, de souvenir, je crois, ou 40. Ouais. Non, Ça peut même remonter plus loin. Les premières disparitions de navires sont situées au XVIIIe siècle. oui, donc je pense que À mettre entre guillemets, on peut dire. Hein. voilà, donc oui, ça me paraît un peu nouveau quand même hein, pour le coup. Hein, Voilà. finalement, c'est la théorie du complot. Ne voyons pas non plus des complots là où il n'y en a pas non plus quelque part. C'est vrai, moi, je pense que ça c'est une théorie où on peut l'abandonner celle-ci quelque part. Cela ne nous regarde pas, José. Cela ne nous regarde pas. Et en plus, je dirais, alors à ce moment-là, c'est un peu le serpent qui se mange la queue hein, dans cette théorie, puisque alors à ce moment-là, ils récupéraient des bateaux, des navires, des sous-marins, mais la plupart du temps, je veux dire, aux Américains, tu parles, c'est à eux. Donc, C'est les siens, c'est les leurs. c'est leur. Donc, quel intérêt Finalement, ça ne tient pas la route. Il fallait juste le signaler parce que quand on fait des recherches, Bien on sûr. tombe sur le complot gouvernemental. Je l'ai cité, mais à chacun sera juge de trouver cette théorie plausible ou pas. Oui, bien sûr. Donc, une autre, finalement. Le trou spatio-temporel, José. Ça, c'est intéressant. Oui. Les avions et navires disparus dans le triangle des Bermudes auraient été engloutis dans un trou ouvert sur l'espace-temps, peut-être un trou de verre, qui sait. Voilà une idée souvent évoquée pour expliquer ces disparitions mystérieuses. Bien sûr. Alors là, on est dans quelque chose d'extrêmement, j'allais dire, honnêtement, de quelque chose d'une technologie fantastique. C'est vrai qu'elle l'appliquer. Alors là, à ce moment-là, alors là, si un jour on prouve que c'est les extraterrestres qui sont capables de créer ce genre de modulation spatio-temporelle, justement, c'est vrai. Eh bien là, je retirais mes billes du jeu et je dirais, mais finalement, tu t'étais trompé, mon petit Jojo. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Mais alors, spatio-temporel, donc un trou noir et un trou de verre. On est bien d'accord, ce sont deux choses différentes, mais finalement qui se rejoignent quand même quelque part. Qui se rejoignent. Le trou de verre et le trou noir, ça se rejoint quand même. Hein. Ce sont deux phénomènes qui sont maintenant, enfin, pour le trou de verre, ça reste encore une théorie. Pour les trous noirs, ça a été évoqué par Einstein, ça a été un petit peu mis de côté par le dogme de la science. Et maintenant, ils ont avéré que les trous verts, que les trous noirs sont par milliers, par millions dans la galaxie. D'ailleurs, un super trou noir se trouverait au centre de notre Voie lactée, il faut le dire. Un trou noir hyper massif. Donc, c'est un changement de dimension sur Terre. Bien sûr, donc c'est ce qui explique, pardon, je dirais toute la théorie quantique à ce sujet, hein, finalement, quelque part. On est vraiment dans une théorie quantique appliquée, là, pour le coup, puisque là, tu dis, on a retrouvé aussi un trou noir aux confins de notre galaxie, donc c'est qu'on est capable de le voir avec nos outils, donc on sait que ça existe, donc cette théorie quantique est évidemment applicable, hein, pour le coup, hein. C'est ça. Hein. Oui, ils réussissent en fait à avoir un trou noir, c'est pas évident avec les télescopes actuels, même s'ils sont très puissants. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une anomalie gravitationnelle autour des soleils et des étoiles et des planètes qui entouraient le trou noir. Les planètes ne réagissent différemment que si le trou noir n'était pas là. D'accord.
Donc, on peut aussi envisager cette théorie. Oui, effectivement, je trouve que c'est. Après, on va le voir dans les témoignages. Après, chacun en fera ce qu'il en veut, évidemment. Mais c'est vrai que la théorie, je dirais, du trou noir, personnellement, me plaît beaucoup. Ouais, ça fait. J'allais dire, ça fait rêver un trou noir. On se rappelle tous de ce fameux film des années 70, Le Trou Noir. C'est quelque chose qui n'est pas à notre portée, c'est quelque chose qui existe et qu'on ne sait pas. On dit que même la lumière ne traverse pas un trou noir, ne s'échappe d'un trou noir. Alors, ça paraît un petit peu irréel, un trou noir sur Terre. Ça serait peut-être un trou de verre, José, un trou de verre, donc une sphère qui serait située sur le triangle des Bermudes. Et quand ces avions et ces navires pénètrent dans cette sphère, peut-être bien que le se retrouve à des années-lumière de la Terre, on ne sait pas. Oui, donc un espèce d'aspirateur cosmique, quoi. Cosmique. En gros, hein. Ce qui est en train de prouver aussi, là encore, et quelque part, ça pourrait aussi tenir la route plus que pour le trou de verre que pour le trou noir, c'est vrai, tu as raison. Finalement, l'aspirateur cosmique, dans le sens où il va aspirer à certains endroits et pas toute la Terre. Sinon, à ce moment-là, il y a déjà longtemps qu'on serait Ça, embarqué ça, avec. pardon, José. Ça prouverait qu'il est formé par une intelligence autre qu'humaine, puisque de nombreuses personnes, toi, tu as même voyagé sur le triangle des Bermudes, il t'est rien arrivé, touchons du bois, mais c'est un phénomène qui pourrait être provoqué sciemment, qui ne resterait pas perpétuellement en place au même endroit. Oui, donc là, ce qui tente encore à prouver, là aussi, je dirais, bien plusieurs intelligences qui nous gouvernent alors à ce moment-là. Qui sont parmi nous. Et qui sont parmi nous. Hein. Pas parmi nous, Parmi ils sont nous, parmi nous, hein, tout à qui fait. ont une technologie très très avancée, qui sont capables de faire des manipulations gravitationnelles, c'est pas rien quand même. Hein. Non, c'est pas rien, c'est vrai. C'est vrai que nous, en tant qu'humains, on n'en est pas encore là. Donc alors, j'allais dire, Laurent, encore une autre théorie qui se dit. Non, José, je suis désolé, Il c'est n'y en a tout ce plus. que j'ai trouvé sur les théories et les mythes qui entourent le triangle des Bermudes. Donc oui, on est vraiment dans un schéma finalement quelque part, je dirais. Il y a... Bon, après, ça, c'est dans les théories, j'allais dire, plus ou moins, comment on pourrait dire, exotiques, hein, on est bien d'accord. Puisque dans les théories, là soi-disant applicables du côté mainstream de la chose, hein, officielle, là, il y en a beaucoup plus hein, à ce moment-là. Oui, les théories mainstream, je vais t'en citer une, l'atmosphère instable. La météo dans le triangle des Bermudes est relativement instable. En quelques minutes, le ciel clair peut s'assombrir et des vents violents se lever. Des phénomènes dangereux et très localisés se produisent régulièrement. Avions et navires peuvent se laisser surprendre. Étonnant. La mer imprévisible, José, le relief sous-marin abrupt, les nombreux récifs, l'instabilité de l'atmosphère dans la région du triangle des Bermudes rendent la mer imprévisible et parfois dangereuse, au point de pouvoir envoyer des navires et des avions par le fond. Oui, en tout cas, toujours est-il, je dirais, ce sujet, même si on va l'exposer maintenant, n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre, hein, On Laurent. n'est pas près d'être résolu, non. Donc, Laurent, dans le premier témoignage, c'est une escadrille, c'est ça, qui a disparu apparemment, non? Oui, une escadrille de 5 appareils, des avions. À environ 2h10 de l'après-midi, 5 Avengers décollent de Fort Lauderdale en Floride aux États-Unis pour une mission d'entraînement de routine avec 14 membres d'équipage. L'entraînement se déroule plutôt bien. Une fois la mission terminée, les appareils mettent le cap vers la base de départ. Pendant le retour, les transmissions radio des pilotes font état de phénomènes étranges. Puis le contact radio est perdu, José. Les 5 appareils n'arriveront jamais à leur base. Les épaves ne seront jamais retrouvées. Le rapport de la Navy conclut que la cause et les raisons de cette disparition sont inconnues. D'accord, oui, donc, et ça, ça date de 1945. 1945. D'ailleurs, à l'époque, je ne sais pas si tu t'en rappelles, si tu regardais comme moi l'émission Mystère sur TF1, Mystère, oui. présentée par Alexandre Balou, ça je m'en rappelle. Et c'est vrai que il avait, comme toi, je veux dire, ressorti ce témoignage à ce moment-là dans l'émission. Et c'est vrai que j'en avais pris conscience. C'est quelque chose qui a fait le tour du monde, hein, cette fameuse escadrille là qui avait disparu aussi, Laurent. Ça fait couler beaucoup d'encre, oui. Vraiment, hein. Ouais, c'est vrai que moi j'avais trouvé, je veux dire, le contenu extrêmement intéressant et c'est ce qui m'avait fait prendre, j'allais dire, il trouvait un intérêt justement à ce fameux triangle des Bermudes. Et donc ils perdent le contrôle en fait radar, ils perdent le contrôle, je dirais, on pourrait dire avec leur radio, voilà, radio. Et donc et on ne l'a jamais retrouvé, même en 2018, c'est jamais quoi.
Cette escadrille, c'est 5 aéronefs partis de Lauderdale et qui devaient rentrer à leur base au retour, n'a jamais été retrouvée. Jamais. C'est étonnant quand même, Laurent, franchement. Ah, c'est un mystère. Alors, on pourrait croire aussi que les fosses marines, c'est vrai, existent. D'ailleurs, on ne pourrait pas le croire, ça existe. Oui. Donc, on pourrait se dire plutôt, on pourrait se dire que ils ont eu. Bon, combien d'avions tu dis, pardon? 5 aéronefs. Voilà, 5 aéronefs. Donc, ces avions, donc 5, un qui est navary, je veux bien, 2 à la limite, mais bon, statistiquement, tout l'escadron complète, je veux dire, c'est quand même assez bizarre. Donc, c'est étrange, oui. c'est quand même étrange, c'est vrai. Et après, on pourrait dire de ne pas les retrouver parce qu'ils sont tombés dans des fosses marines, là où nous, on ne peut pas aller avec aucun sous-marin. D'ailleurs, il y a trop de pression. Hein, de toute façon, on ne peut pas y aller. Non. D'ailleurs, je souligne aussi encore une chose intéressante je crois que c'est Jean-Philippe Cousteau qui l'avait, le commandant Cousteau l'avait cité. C'est vrai que les fosses marines dans certains océans, notamment du Pacifique, c'est vrai, sont quelque chose d'assez exceptionnel et on ne sait vraiment pas ce qui s'y passe, hein, Laurent, c'est vrai. C'est terrible, ce mystère des triangles des Bermudes. On ne sait pas, comme tu dis, les fosses, les trous de verre, la météo exécrable, tous ces avions qui disparaissent, ces navires qui sont engloutis par les eaux. C'est un problème. Ce vol 19, ça reste dans les mémoires. Mais si tu veux, on va en survoler d'autres, José. Donc oui, Laurent, encore un fait étrange, j'imagine, dans ce fameux triangle. Disparition d'un DC-3 d'Airborne Transport en décembre 48. Le 27 décembre 48, à 19h40, un Douglas DC-3 se pose à San Juan. Au terme d'un vol en provenance de Miami, le commandant de bord signale que le phare d'atterrissage ne marche pas et que les batteries sont déchargées et manquent d'eau. Mais ne voulant pas retarder le vol, le commandant de bord décide de repartir quand même. Les batteries se rechargeront en vol grâce, pense-t-il, au générateur de moteur. Pendant le roulage, l'équipage se rend compte qu'il ne peut pas transmettre par radio. Les batteries étaient tellement faibles que l'avion ne pouvait pas recevoir les communications de la tour de contrôle et ne plus les envoyer aussi. Malgré tout, à 22h03, le vol NC-1602 décolle. Après quelques minutes de vol, l'équipage peut à nouveau transmettre. Le commandant de bord informe la tour que le cap est mis sur Miami. La visibilité est bonne, la météo clémente, mais très vite, l'avion ne répond plus aux appels de la tour. À 23h23, le contrôle aérien océanique entend un message de routine du DC-3. L'équipage se signalait à 2500 mètres d'altitude, à 11 000 km de Miami. Il pensait arriver à destination à 4h03 du matin. Pendant la nuit, d'autres messages de routine sont entendus, José, et ensuite, plus aucun appel, plus aucune émission de ce DC-3 quand il survolait le triangle des Bermudes. Il s'est encore volatilisé. Oui, et c'est vrai que là encore, toujours est-il que finalement, est-ce qu'il dans ce rapport justement de disparition, est-ce que on sait qu'il y a combien de personnes qui ont disparu dans ce DC-3 finalement? Un DC-3, je pourrais pas te dire, c'est pas signalé, mais je pense que bien 3 personnes au minimum sont disparues. Hein. Oui, donc là, on pourrait dire tout de suite, finalement, c'est vrai que moi, honnêtement, ça me fait fortement penser, là aussi, je dirais, à un procédé d'abduction, de rapt, un procédé d'enlèvement d'humains, je veux dire, vraiment, là, on est dans. Mais par contre, là, on ne les rend pas, par contre, hein, c'est pire. Ah oui, là, autant les appareils, j'ai fait une erreur tout à l'heure, j'ai dit qu'aucun appareil n'avait été retrouvé, autant navire qu'avion, on a retrouvé, des fois dans des circonstances très étranges, des appareils qui avaient disparu, mais le personnel humain n'a jamais été, lui, récupéré. Oui, les humains disparaissent, mais totalement, quoi. Je veux dire, là, on est dans un rapt d'êtres humains, on est dans quelque chose, là, c'est finalement, pour tous les gens qui connaissent même un petit peu le sujet, peut-être mieux que nous, hein, évidemment, il y en a, et heureusement d'ailleurs. Et c'est vrai que ceux qui ne le connaissent pardon, un petit peu moins aussi, là encore, eh bien, vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc finalement quelque part? Parce que là, on dit bien, tu le dis aussi là à ce moment-là, on enlève des êtres humains. En fait, c'est vraiment un triangle, je veux dire, c'est localisé dans ce fameux triangle des Bermudes, mais on enlève des êtres humains quand même. C'est ça le truc. D'habitude, quand il y a un crash d'avion, on retrouve l'appareil, bien souvent en piteux état. On retrouve aussi, bien souvent, malheureusement, les corps des semaines après. Hein. On sait très bien que le phénomène des marées les rabat sur les côtes. Mais là, rien. Pas de corps et parfois même pas d'appareil.
Oui, Laurent, donc j'imagine pas que des avions et surtout des bateaux hein, en pleine mer, forcément. De nombreux aéronefs, on en a cité quelques exemples, mais aussi énormément de navires. Alors, je vais te citer l'exemple de la disparition de l'USS Cyclops en mars 1918. Alors, est-ce que j'aimerais tout de suite m'arrêter un instant? L'USS, comment tu dis, Cyclope, c'est ça? Cyclope, comme un cyclope en anglais. Cyclops. Cyclops. Donc, Cyclops. l'USS, c'est un sous-marin, C'est deux un navires navire. marchands. Ah, c'est des navires marchands, d'accord, oui. Navires marchands. D'accord, non, mais c'est important de le dire parce que je sais que par la suite, il y a des sous-marins, il y a des. Alors, navire marchand, je dis une grosse bêtise parce que l'USS, c'est la marine américaine, pardon. Oui, c'est bien ce qui me Ouais, semblait, ouais. hein. C'est la marine américaine. C'est ça. Donc, on pourrait dire comment, une frégate, quelque chose Une comme ça. frégate de ravitaillement. Hein, oui, c'est ça, en fait, hein. Oui, Ouais, navire marchand militaire, alors, de c'est l'armée correct. américaine. Tout à fait. Donc en mars 1918, l'USS Cyclops disparaît lors d'un voyage entre Barbados et Baltimore avec 306 passagers, José. C'est pas rien. Membres d'équipage. Cette catastrophe est la plus lourde perte hors combat pour la marine américaine, mais aussi un vrai mystère pour les enquêteurs, José. Oui, alors là, oui, j'imagine, je veux dire, une équipe d'enquête qui a été déléguée pour justement allouer à ce genre de faits. Finalement, c'est vrai qu'on peut se retrouver, comme on dit, sans faire de mauvais jeu de mots, assez rapidement le bec dans l'eau. Mais alors là, je note avec toi encore et encore et encore. Là, pour moi, vraiment, on est dans de l'abduction de masse quand même. 306 passagers. Je veux dire, c'est Pur et dur. ah, mais Vraiment. on est dans de la pure abduction, hein, Laurent. Franchement, là, c'est quand même étonnant, quand même, franchement. Et aux yeux de tout le monde, et personne n'y fait rien. Et d'ailleurs, c'est Inexplicable. inexplicable, c'est dramatique. Donc, dans la suite Oui. de Je vais cette te, enquête, je vais te citer le récit des événements, hein, pourquoi pas. L'USS Cyclops a été mis en service en novembre 1910. Il a été conçu pour ravitailler d'autres navires en charbon à travers les océans. Donc un navire qui avait quand même on va dire des heures de vol, hein, si on peut se permettre. Hein. En mai 1917, lorsque les États-Unis rentrent dans la Première Guerre mondiale, le navire est affecté au soutien d'un convoi vers Saint-Nazaire. Il rentre aux États-Unis 2 mois après avoir accompli sa mission. En janvier 1918, l'USS Cyclops est chargé du ravitaillement de navires britanniques dans les eaux brésiliennes. Le navire repart de Rio de Janeiro le 16 février 1918 avec une cargaison de manganèse. Le 20 février, il entre à Bahia. 2 jours plus tard, l'USS Cyclops met le cap vers Baltimore, Maryland, aux États-Unis. Le voyage retour aurait dû se faire sans escale. Mais le navire s'arrête à Barbados, une petite île dans l'Atlantique Est. Le 3 et 4 mars est chargé de marchandises. Le 4 mars, le navire repart au large de direction de Baltimore. Il ne réapparaîtra jamais, José. oui, donc là, disparition de navire et forcément des occupants, on l'a dit. La marchandise, les occupants, l'équipage, tout a disparu. Ah oui, donc là, c'est spécial quand même. Donc, de toute façon, dans les hypothèses que tu as annoncées au tout démarrage de cette émission, c'est vrai que l'hypothèse du trou de verre, là, par contre, est assez sympathique, comme l'hypothèse de l'abduction, la mienne, finalement, quelque part. Oui, absolument, José. Les deux tiennent la route, hein. Les deux tiennent la route, oui. C'est un cas extraordinaire, celui-là. Une disparition soudaine. L'hypothèse d'une disparition au cœur du triangle des Bermudes est aussi évoquée. Et elle est évoquée tout simplement parce que vous savez très bien que la marine américaine, avant de s'avouer vaincue, a fait une énorme enquête sur cette disparition. Et là encore, le mystère du triangle des Bermudes est réapparu, bien entendu. Alors, un autre cas, José, de disparition étrange, la disparition du SS Poète. Alors, le SS Poète, c'est pas un individu, c'est un bateau. Hein. Le SS Poète est sorti d'usine en 1944. À cette époque, le navire s'appelait AP-152 USS Général Omar Bundy, appartenant à l'US Navy, et faisait transport de troupes, donc pas de marchandises cette fois-ci, José. Donc c'est encore une disparition à la fois de personnes, c'est qui est de plus en plus inquiétant. En 1965, il est retiré de l'armée et est converti en navire cargo civil. Il prend les noms de SS Potmar, USS Port, puis finalement SS Poète, au gré des propriétaires successifs. Avec ses 160 mètres de long, le navire pouvait transporter 7600 tonnes de marchandises. Il disparut également brutalement en octobre 1980 au cours d'un voyage entre les États-Unis et l'Égypte.
Oui, donc toujours pareil, toujours le même système, mais en même temps, je dirais, ce qui est étonnant quand même, c'est que ça peut être un petit avion, un petit bateau, mais des bateaux comme là, tu viens de nous le souligner ici, des bateaux extrêmement grands, quoi, quand même, hein. C'est vrai que 160 mètres de long, c'est pas rien, hein. oui, c'est un petit Titanic quand même pour le coup là, hein. Ça fait quand même un stade et demi, hein, de long, hein. Oui, c'est quand même marine marchande déjà, et comme tu le soulignes ici, c'est vrai que c'est étonnant. Donc, Transporteur de troupes, pardon. transport de troupes qui a été converti en marine marchande. Oui, oui. Oui, donc oui, c'est quand même assez spécial finalement, mais c'est vrai que, je veux dire, les médias ne relatent pas si tant que ça finalement, parce que ça arrive pratiquement, je veux dire, chaque année, quoi, et on n'en entend jamais parler là non plus, hein. Là, c'est assez récent, 1980, au cours d'un voyage entre les États-Unis et l'Égypte, ce navire a disparu sans laisser de trace encore avec son équipage et ses passagers et cette petite marchandise qu'il transportait. Donc, c'est vrai qu'on va voir par la suite que les naufrages se font jusque dans les années 2000. Et j'ai pas souvenance d'avoir entendu à la télévision ces informations qui ont été relatées par les chaînes mainstream, hein. Oui, puisque c'est vrai que souvent on entend, et malheureusement d'ailleurs, c'est vrai, je dirais des crashs d'avions plus par-ci Ouais. par-là, hein, et c'est vrai qu'on en fait tout un pataquès, et on a le droit de le faire, puisqu'il y a eu quand même, je veux dire, des pauvres gens qui ont disparu à ce moment-là. C'est vrai que c'est dramatique. Alors là, par contre, dans tous ces témoignages évoqués là, donc est plus récent, donc tu vas venir aussi dans des plus récents par la suite, eh bien, on en fait foi nulle part. Et donc, Nulle il part. existe réellement une omerta, la même omerta qui règne au sujet, je dirais, des ovnis, hein. Pareil, hein. Pareil. C'est pareil, hein, Exactement finalement. pareil, José. Tu vois? Une omerta sciemment qui empêche les gens de se retrouver face à cette information. C'est pas rien, un navire de 160 mètres de long, avec, on l'a vu tout à l'heure, 306 passagers. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces personnes? Et ce Oui. navire, et toutes ces centaines de navires et ces avions échoués? On n'en sait rien, on ne sait pas. C'est un mystère complet. Oui, et en plus, venant de la part des États-Unis, là, c'est quelque chose qui me choque encore plus quelque part. C'est vrai, puisque les Américains, je veux dire, comme tu l'as souligné tout à l'heure avec les enquêteurs, bon, ils sont pas les de main morte, ils ont été jusqu'au bout de leur enquête dans le sens où ils ont essayé de trouver, ils sont pas laissés abattre. Tu l'as dit, c'est vrai. Et finalement, ils sont revenus chou blanc, quoi. Et Oui. mais par contre, avec ça, ils en ont pas fait non plus un pataquès, ce qui est quand même, c'est quand même fou quand même. Donc quelque part, on détient là encore aussi, peut-être du côté américain ou d'autres pays, sûrement hein, voisins, on détient là quand même des informations extrêmement sensibles qu'on veut nous cacher, Laurent. Des informations qui sont certainement connues d'une certaine élite, on en a parlé déjà dans d'autres émissions, et qui n'arrivent pas aux oreilles du public. C'est toujours pareil. Une omerta, tu l'as très bien dit, José, c'est une omerta gigantesque. La loi du silence, la grande muette, finalement, c'est ça. Hein, Ah oui, l'armée, on l'appelle la grande muette, et on peut se rendre compte que même pour des appareils civils, quand ce sont des experts civils qui enquêtent, il y a toujours cette omerta. Autant on le voit aux actualités, quand un avion disparaît, quand il y a un crash d'avion, il est fait tout un, je n'allais pas dire tout un pataquès, parce qu'on nous en parle pendant des semaines et des semaines à la télé, c'est extrêmement grave. Mais là, en ce qui concerne le triangle des Bermudes, on n'en parle pas, ou alors des décennies plus tard. oui, on l'apprend vraiment beaucoup plus tard, comme tu le dis ici, c'est vrai, hein, Laurent. Et alors donc, j'allais dire, pour noyer le poisson, hein, c'est le cas de le dire, j'allais dire, bon, le bateau a disparu, donc il a forcément coulé, et l'avion aussi, donc on n'en parle plus, quoi. On fait une croix dessus, c'est ça, quoi. Exactement. C'est étonnant. Alors, il y a plein de morts, mais à part ça, tout va bien, on continue, quoi. Il serait intéressant de se rapprocher de certaines familles dont les personnes, dont les parents ont été portés disparus pour savoir si ces personnes-là ont pu enquêter ou ont pu avoir des bribes d'informations. Bien sûr. Étonnant. Étonnant, très étonnant. Donc oui, Laurent, c'est vrai que donc là, tu nous as cité quand même plusieurs cas. J'imagine qu'il y en a d'innombrables, diverses et variées, hein, pour le coup. Et donc il y a peut-être des sous-marins aussi là-dedans. Il y a beaucoup de choses, hein, je pense, c'est ça, Il hein, y a Laurent. des sous-marins, il y a les avions, Non, là, c'est pas des avions que je vais te proposer, ce sont seulement des navires et il y en a quelques-uns, effectivement, José. Ça commence en 1780 et ça se termine dans les années 2000. Alors, pour faire un survol de ces disparitions, toujours au sein du Triangle des Bermudes, en 1780, le premier qui a été relaté, c'est le général Gates. Le navire a été déclaré inapte à la naviguer en 1779 et vendu. Il a été déclaré perdu dans le Triangle des Bermudes. Le 30 décembre 1812, le navire Patriote, l'un des passagers était la fille de l'ancien vice-président
Iron Bur, disparu au Triangle des Bermudes. En octobre 1824, l'USS Whitcat, disparu après avoir quitté Cuba avec 31 membres d'équipage. Encore des membres d'équipage. En 1943, l'USS Grampus, navire a probablement sombré après avoir été touché par une violente rafale de vent dans le Triangle des Bermudes. Tous ces navires ont disparu dans le Triangle des Bermudes. Hein. Oui. En mars 1918, on a cité l'USS Cyclops avec ses 309 passagers. En mars 1926, le cargo USS Sudunfico disparu avec 29 membres d'équipage à New York, entre New York et Los Angeles. En 1942, Surcouf, un sous-marin de la marine française, a disparu dans la mer des Caraïbes. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Je saute un petit peu les étapes. Le 22 décembre 1967, Witchcraft, avec 2 membres d'équipage, était à bord. Le navire avait été appelé par les gardes-côtes pour être remorqué. Ces derniers sont arrivés 19 minutes plus tard, mais aucune trace du navire, disparu encore une fois. Et le dernier, en 1999, le Genesis, ce cargo disparu entre Port d'Espagne et Saint-Vincent, il transportait 465 tonnes d'eau et de béton. Disparu également dans le Triangle des Bermudes, José. Oui, donc, alors, je ne sais pas si tu penses comme moi, on l'a dit, on fait que de le répéter finalement quelque part, mais alors, je n'aime pas tout ramener à l'ufologie, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. Je veux dire, il y a des cas, il y a des enquêtes où j'ai fait, c'est vrai, Laurent, modestement, toujours, ça m'aura arrangé que c'est le phénomène ufologique, mais ça n'était pas pour le coup. Mais là, de ce que tu en dis dans toute cette genèse et ces faits, ce sont des faits avérés. Là, on n'est pas dans de l'extrapolation. Donc, j'imagine que hein, tu penses quand même un petit peu comme moi, toi aussi qui t'intéresses à l'ufologie de très près, apparemment aussi, c'est vrai, hein, Laurent, on est vraiment dans de l'abduction pure et dure, finalement. C'est dans des rats d'humains. C'est vraiment, je veux dire, c'est spécial, c'est vraiment quelque chose de... Non? Ah non, je suis complètement d'accord avec toi. Ça nous fait penser à ces abductions qui sont perpétrées par ces fameux extraterrestres. On ne comprend pas pourquoi ces navires disparaissent, les équipages ne refont pas surface. Il n'y a aucun témoignage, il n'y a aucune personne qui a été abductée, qui est revenue et qui a pu dire on a été abducté, j'ai vu telle ou telle chose. Là, c'est un mystère complet. C'est encore plus mystérieux et étonnant qu'une abduction pure et dure, comme tu les as citées tout à l'heure. Oui, puisque dans l'abduction pure et dure, je dirais, là, on peut y retrouver, et j'y retrouve, et toi ou d'autres, on retrouve, je dirais, quand même des indices hein, probants qui nous permettent d'avancer sur ce chemin, finalement, tout le temps. Le pourquoi du comment, c'est vrai. Mais là, comme tu dis ici, là, on peut se servir de quoi, si ce n'est que des avions, enfin des bateaux et des humains ont disparu. Alors, on en est toujours là, et dans 100 ans, on en sera toujours là, finalement, quelque part, avec le Triangle des Bermudes. C'est fou, franchement. Ah oui, je pense qu'il n'y aura pas d'avancée. Tant qu'on n'aura pas mis le doigt dessus, tant qu'on n'aura pas découvert qu'il n'y aura pas une révélation qui sera faite, par l'auteur peut-être de ces abductions, on n'en saura jamais rien. C'est évident. Oui, et donc, oui, alors alors, encore extrapoler ou dans des théories complotistes, on l'a dit tout à l'heure, mais je veux dire, les faits sont là. Les faits sont là. Ah oui, tout est répertorié, on les a sous les yeux. Hein. C'est ça, c'est quand même assez répertorié. Je veux dire, les Américains, surtout quand il s'agit de leur GI, de leur bateau, et je veux dire, sont assez, taquins avec ça, c'est vrai. Donc, en France, je crois qu'il y a eu le Surcouf, c'est ça, hein, tu l'as survolé, mais il y a eu le Surcouf, je crois, un sous-marin français qui a disparu. Mais apparemment, on n'est pas trop sûr, on ne sait pas trop si c'est le Triangle des Bermudes qui l'aurait absorbé, là aussi, hein, qui l'aurait pris, ou c'est, j'allais dire, une avarie, finalement. Quelque chose de classique. Oui, en ce qui concerne ce sous-marin, le Surcouf, sous-marin français, il aurait été percuté par un navire et repéré par les sous-marins allemands. Alors là aussi, est-ce qu'il a été percuté par un navire? Est-ce qu'il a été abducté? On ne sait pas. Oui, toujours est-il qu'il nageait quand même en eau trouble. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça. Enfin, toujours est-il que, bon, tu ne peux pas, j'allais dire, exposer ici tous les témoignages qui sont innombrables. D'ailleurs, des mille et des mille, donc c'est pas possible, hein, c'est vrai. Tout le monde aura bien compris ici, par contre, qu'il s'y passe quelque chose de réel, quelque chose, eh ben, qui est, je dirais, là encore, mais encore négatif envers l'humanité, puisque on nous prend et on ne nous ramène pas. Jamais. On parle d'une abduction classique. Jamais. On ne nous ramène jamais. Non, absolument pas. Et là, on a parlé des navires, José, et on va parler des avions, des aéronefs qui ont disparu. Alors, les aéronefs, c'est un peu plus récent, bien entendu, hein, dû à la sophistication de l'appareil.
Ça commence en 42. Alors, il y en a d'innombrables pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce que c'est dû à la fin de la guerre ou est-ce que c'est dû au Triangle des Bermudes et ses mystères? Mais ça part de 1942 pour se terminer en 2006 quand même. Hein. Oui, donc ça c'est Et proche. une liste énorme d'appareils, d'aéronefs qui ont disparu avec des équipages à bord. Ouais. Oui, donc, le fameux triangle des Bermudes, hein, donc des Bahamas, c'est vrai que, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tu m'as posé la question, c'est vrai que bon, j'avais quand même une petite boule à l'estomac quand j'ai navigué c'est vrai, sur cet océan. Mais bon, en même temps, j'allais dire, la peur n'évite pas le danger. Donc oui, nous arrivons au terme de cette émission, déjà, Laurent. Et c'est vrai que donc chacun ici sera seul juge de ce qu'on vient de dire, hein, finalement quelque part. Donc avec toutes les hypothèses exposées, les faits, donc là encore avérés, Laurent. Et donc peut-être qu'il en existe encore d'autres. Sûrement il y en a qui vont arriver, c'est clair. Mais je veux dire, en tout cas, pour le Triangle des Bermudes, on en est là quoi qu'il advienne de toute manière. C'est ça, Laurent? C'est les informations les plus récentes que l'on peut avoir, les plus mises à jour. Donc, oui, effectivement, peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, il y aura d'autres disparitions, il y aura d'autres informations qui vont être révélées. Pour le moment, on a fait un peu le tour de toutes ces disparitions, à la fois d'aéronefs et de navires mystérieuses, oui, dans ce triangle des Bermudes. Oui, et en même temps, je dirais, là, on a travaillé un petit peu et tu as travaillé aussi largement de ton côté, Laurent, sur ce sujet. C'est vrai que, honnêtement, on n'y a pas trouvé non plus, je veux dire, à part ce qu'on vient de vous dire, je veux dire, on ne va pas inventer non plus, quoi. Donc, il y a un moment donné, voilà, on vous expose l'effet du mieux qu'on peut, hein, c'est vrai, de toute façon. Mais en même temps, je dirais, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à travailler, là encore, les triangles de Bermude, Laurent. C'est difficile à travailler parce qu'il y a de nombreux cas, on ne sait pas sur lequel s'arrêter. Il n'y a pas de témoignage, donc c'est pas comme une abduction, c'est pas comme un témoignage de phénomène ovni. Il n'y a pas de personnes qu'on peut aller voir pour leur demander mais qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est un phénomène magnétisme, pardon, est-ce que c'est un phénomène météo, est-ce que c'est un trou de verre, est-ce que c'est des abductions. Personne ne viendra nous voir et nous dira oui, je suis témoin des faits. C'est ce qui est un petit peu perturbant dans cette histoire du triangle des Bermudes. Oui, parce qu'on reste toujours finalement sur sa fin, même si, bon, on a quand même développé. Mais bon, on a bien compris ici que de toute façon, la chose qui ressort le plus là-dedans, c'est vrai, ce sont les abductions d'êtres humains. Et, au dire de se répéter, Laurent. Mais on est vraiment. Alors, mais donc un procédé vraiment de grande ampleur, alors avec des moyens déployés là, hein, vraiment. Quand on voit qu'un navire transportant 309 passagers qui disparaît dans le triangle des Bermudes en quelques temps, hein, il suffit de quelques minutes pour que le navire et le personnel disparaissent ou les personnes transportées disparaissent. Il faut envisager un phénomène de grande ampleur, d'un diamètre forcément extraordinaire. C'est tout le mystère des triangles des Bermudes. On sait tout et à la fois on sait rien, encore une fois. Bien sûr. Donc, j'aimerais terminer cette émission avec toi sur ces mots, d'ailleurs, Laurent. Et pour terminer cette émission, d'ailleurs, je crois savoir que donc sur IBTV, tu vas nous revenir avec un nouveau concept d'émission, là encore, hein, Laurent, c'est vrai. Et donc, comme tu es quand même chroniqueur littéraire ufologique, notamment, c'est vrai. Donc, tu avais envie justement de, 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 de partager justement ta passion de lecture vis-à-vis de certains ouvrages que tu affectionnes aussi, là encore, hein, Laurent. Et donc, tu auras une libre expression, une émission qui va t'appartenir et que nous te verrons un peu plus souvent. Et tu reviendras là aussi encore, je dirais, dans une porte ouverte hein, pour nous exposer d'autres travaux, évidemment. Mais tu auras ça en plus aussi, c'est ça, Laurent? On essaiera de mettre en place une chronique littéraire en essayant de faire connaître certains ouvrages qui vont parler de choses différentes et variées, comme l'ufologie, les mystères, le paranormal. On va aussi cibler un petit peu, pour les personnes qui s'intéressent, la spiritualité. Donc, tous ces livres-là que j'aurai lus, je vais vous les transmettre. Je vais essayer de vous donner le goût de les récupérer, de les acheter si vous le pouvez. Et c'est toujours intéressant de se diversifier, d'avoir de nombreuses lectures pour avoir un panel de tout ce qui se passe un peu sur Terre, de tous ces mystères qui nous entourent. Bien sûr. Et donc, je te remercie pour tout ça et je te dis à très bientôt sur. Merci Laurent, à très bientôt sur IBTV. Merci à toi José. Ciao. Bonne soirée. Merci. Et enfin,
Pour terminer cette émission ô combien intéressante avec Monsieur Laurent Saint-Pierre, et saluer ici publiquement Madame Patricia McWalters pour ses travaux de partage, notamment sur feu Monsieur Jimmy Gueux, et surtout pour son groupe Facebook dans l'univers de Jimmy Gueux, les portes du futur. Et par là même, vous dis à très bientôt pour une prochaine porte ouverte.